le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans ce énième numéro de la page internationale au Grand Journal du 14h, depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Maël pour présenter le Grand Journal, Joël François, et ensuite Jean-Julien. Robert Hans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel, devant le Parlement français. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un appel au leadership de la France face à l'évasion russe. Face au député français, Volodymyr Zelensky rappelle les besoins de l'armée ukrainienne, notamment en chars anti-aériens. Il appelle également à ce que Renault, Leroy, Merlin, Auchan quittent la Russie. Il faut que les entreprises françaises cessent d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, de viols, insiste-t-il. Pour lui, les valeurs défendues doivent être importantes que les bénéfices. Voici un extrait de la déclaration faite par le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement français d'aujourd'hui. Merci, c'est un grand honneur pour moi, pour l'Ukraine et pour notre peuple. Mesdames et messieurs les sénateurs, Mesdames et messieurs les parlementaires, les élus de Paris, le peuple français, je suis reconnaissant d'avoir l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine. Vous savez pourquoi cela se produit et vous savez qui est coupable. Et même ceux qui cachent la tête dans le sable et essaient de trouver de l'argent en Russie. Et je m'adresse à vous, aux gens honnêtes, et rationnels et audacieux. Et je voudrais poser une question. Comment arrêter cette guerre? Comment instaurer la paix en Ukraine? Parce que la plupart des questions et des réponses sont dans vos mains, dans nos mains. Le 9 mars, les bombes aériennes russes ont été lancées sur l'hôpital pour les enfants et une maternité dans notre ville de Mariupol. C'était une ville paisible dans le sud de l'Ukraine, complètement paisible jusqu'à ce que les troupes russes sont venues et l'ont pris dans un siège brutal comme au Moyen-Âge. Ils ont commencé à tuer les gens dans cette maternité sur laquelle les Russes ont lancé les bombes. Il y avait des gens, il y avait des femmes qui se préparaient à accoucher et la plupart d'entre eux ont survécu, mais certaines ont été gravement blessées et une femme a dû amputer son pied qui était fracturé. Et une autre femme avait un bassin fracturé et son bébé est mort avant la naissance. La femme, on essayait de sauver la femme. Elle demandait les médecins de laisser mourir, de ne pas l'aider. Elle ne voyait pas de raison pour vivre. Elle est morte. En Ukraine, en Europe, en 2022, quand des centaines de millions de personnes ne peuvent pas penser que le monde pouvait être détruit, et je vous demande d'observer une minute de silence à l'honneur, à la mémoire des milliers d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui ont été tués à la suite de l'invasion russe du territoire ukrainien. C'était le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement français aujourd'hui. Toujours en Ukraine, au 28e jour de la guerre, l'armée russe tente toujours d'encercler Kiev, mais aucune offensive majeure n'a été constatée depuis lundi. Ce matin, des bombardements russes ont touché des maisons dans la banlieue de Kiev. Voici un reportage signé Euronews.
Au 28e jour de la guerre, l'armée russe tente toujours d'encercler Kiev, mais aucune offensive majeure n'a été constatée depuis lundi. Ce matin, des bombardements russes ont touché ces maisons dans la banlieue de la capitale. Volodymyr Okrimenko, un septuagénaire, n'a plus de toit. Ma sœur et son mari étaient à l'intérieur. Nous sommes 2 familles dans la maison. Ma sœur frappait une fenêtre en criant « Nous brûlons !» Sur ces vidéos du ministère russe de la Défense, des missiles envoyés sur l'Ukraine, de plus en plus sophistiqués et tirés depuis des positions éloignées. En perte de vitesse et même chassée de certaines de ses positions au sol, l'armée russe continue de punir l'Ukraine par voie aérienne où elle dispose d'une nette supériorité militaire. Sur cette photo, avant-après, l'étendue des destructions sur le territoire ukrainien. Le président Zelensky affirme que 1300 soldats ukrainiens ont été tués et que les pertes militaires russes s'élèvent à 12 000. Selon le Pentagone, il y aurait 7 000 morts côté armée russe. Ici, le gouverneur de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, se filme devant un pont détruit. Il servait à approvisionner en nourriture et en médicaments cette ville de 300 000 habitants. Direction la Somalie, aujourd'hui, une fusillade est en cours de la zone sécurisée de l'aéroport de la capitale somalienne, Mogadiscio, alors que les islamistes radicaux Shebab ont affirmé mener une attaque sur le camp de Alam, qui abrite notamment des ambassades. Voici un reportage signé Africa News. En Somalie, un groupe de combattants d'Al-Shabaab a attaqué ce mercredi l'aéroport de Mogadiscio. Les hommes armés tentaient de prendre d'assaut un complexe de haute sécurité de la capitale, qui abrite notamment des bureaux de l'ONU, des ambassades et une base de la force Amisom de l'Union africaine. Des témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu, alors que la télévision nationale a déclaré que les forces de sécurité assistaient à un incident terroriste survenu à l'une des portes principales du complexe. Un témoin indiquait qu'au moins un membre des forces de sécurité somaliennes a été tué et plusieurs autres soldats, dont des membres de l'Amisom, ont été blessés. Le groupe Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque. En mars dernier, les djihadistes qui mènent depuis plus de 10 ans une insurrection contre le gouvernement somalien avaient déjà attaqué cette même zone au mortier. Zone sur la presse internationale dans le dossier ukrainien. Que dit la presse? Les sanctions en 2014 n'ont fait que renforcer Vladimir Poutine. Laurent Jacobelli, porte-parole RN au sujet des mesures prises à l'encontre de la Russie, à l'émission Punchline sur Europe 1. Écoutons un extrait de sa déclaration. Pour asphyxier Poutine et son régime. Il faut aller jusqu'à une limite qui est l'intérêt supérieur des Français. C'est-à-dire que si demain les sanctions aboutissent à une multiplication par 2, par 3, par 4 du prix de l'énergie, alors il ne faut pas le faire. Si demain les sanctions aboutissent à une pénurie alimentaire, alors il ne faut pas le faire. Vous savez, en 2014, il y a eu des embargos. Ça a renforcé la Russie, paradoxalement, parce que Vladimir Poutine s'est dit, vous ne voulez plus nous livrer vos denrées agricoles, très bien, on va les produire nous-mêmes. Et donc ils sont devenus indépendants dans un certain nombre de domaines. En revanche, nos agriculteurs et un certain nombre d'exploitations en ont largement souffert. Et il faudrait que l'histoire nous serve de leçon. Si ce sont des embargos qui nuisent aux oligarques et donc à l'entourage de Vladimir Poutine et qui peuvent influencer ses décisions, oui, très bien. Si ce sont des mesures qui viennent à tarir les sources d'énergie ou de livraison d'engrais ou un certain nombre de céréales, alors il ne faut pas le faire. Alors on ne fait rien? Non, on ne fait pas rien, on fait de la diplomatie. Parce qu'une fois encore, je le répète, en 2014, on a essayé les sanctions et ça n'a pas marché. La diplomatie, elle, peut marcher. Mais pour ça, il faudrait une France réellement indépendante. Elle ne l'est plus aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis ou de Berlin pour négocier, comme le font d'ailleurs des pays, eux, relativement indépendants, comme Israël et la Turquie. Mais il faut négocier, tout le monde y a intérêt, y compris Vladimir Poutine. Éric Diard, vous êtes d'accord avec cette vision de la négociation qui serait la clé? La négociation, mais je crois qu'il y a encore un volet économique possible et donc il faut augmenter, j'allais dire, les sanctions économiques vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de Poutine. On a vu que les sanctions vis-à-vis des oligarques, ça ne semblait pas trop marcher et qu'ils avaient trouvé les moyens un petit peu pour contourner les sanctions qui pèsent sur eux. Donc s'il y a encore, il faut y aller, évidemment. Attention à notre énergie, attention à nos agriculteurs, ben voilà. Mais à un moment... Ils sont déjà impactés. Ils sont déjà impactés. Lourdement même. C'est le
prix à payer aussi pour obtenir un cessez-le-feu et pour obtenir la paix. À un moment, il faut faire des sacrifices, c'est difficile. Monsieur, Non, mais un dernier mot. Un dernier mot, monsieur Diard. Faire des sacrifices, vous et moi, peut-être, on peut les faire. Quelqu'un pour qui le plein d'essence, c'est 30% de son budget. Quand on passe de 2 € à 2,20 €, puis à 2,50 € le litre, eh bien, pour cette personne, ça veut dire à partir du 10 du mois qu'elle ne se chauffe plus ou qu'elle ne mange plus de viande. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il y a des millions de Français qui sont en situation de précarité. Des millions de Français qui travaillent, qui ont un salaire, qui paient des impôts et qui ne peuvent plus subvenir à leurs factures de chauffage ou d'essence. On doit penser à eux en priorité. On ne peut pas leur demander des forces. Mais quand je disais faire des sacrifices, je pensais à l'État, pas aux Français, c'est-à-dire notamment sur les taxes. Sur les taxes. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours dans notre zoom sur la presse internationale, dans l'invasion russe en Ukraine, les Américains ont instrumentalisé l'Ukraine de façon perverse. Jacques Beau, ex-membre du renseignement stratégique suisse, il a été partie prenante des négociations après la chute de l'URSS et a suivi de près la révolution de Maïdan en 2014. Il est l'auteur de Poutine, maître du jeu. Il parlait sur Radio Sud en France. Écoutons un extrait de la déclaration de monsieur Jacques Beau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Jacques Beau, ex-membre du renseignement stratégique suisse. Il a été partie prenante des négociations après la chute de l'URSS et a suivi de près la révolution de Maïdan en 2014. Et il publie donc ce livre, Poutine, maître du jeu, avec un point d'interrogation aux éditions Max Milo. Bonjour Monsieur Beau. Bonjour. Alors Jacques Beau, effectivement, votre livre est très intéressant, remet beaucoup de pendules à l'heure, quel que soit ce qu'on peut penser. En tout cas, qu'on soit d'accord avec vous ou non, il rappelle un certain nombre de points d'histoire qu'il est intéressant de connaître. Alors, mettons les choses tout de suite au point. On sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Il y a eu agression, il y a eu invasion, et l'agresseur, c'est les Russes. Les agressés, ce sont les Ukrainiens. Il y a eu ce qu'il y a eu, effectivement, et ce qu'il y a encore aujourd'hui. Et c'est terrible parce que toute guerre est évidemment terrible, mais on ne peut pas faire l'impasse sur les responsabilités de tout le monde, parce que ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas venu comme une espèce d'ovni ou d'aérolite sur Terre, c'est venu à la suite d'un certain nombre de choses. Et ça, Jacques Beau, je rappelle effectivement ce qu'a dit Augustin, vous avez été expert des Nations Unies, vous avez dirigé, vous avez travaillé pour l'Union africaine, et vous avez été durant 5 ans responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN. Et je rappelle qu'au sein de l'OTAN, vous avez suivi la crise ukrainienne de 2014, puis participé à des programmes d'assistance à l'Ukraine. Donc vous connaissez ce dont vous parlez, et c'est toujours bon d'avoir des gens qui connaissent un peu le terrain, un peu beaucoup le terrain, et ce dont ils parlent. Alors, parlons-en aujourd'hui, parlons de l'histoire la plus récente. Vous dites dans votre livre que le 24 mars 2021, c'est-à-dire il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, Zelensky sort un décret pour la reconquête de la Crimée. C'est exact. C'est exact. Qu'est-ce qui s'est... Oui. Et il me semblait important de rassembler parce que on a vu l'évolution de ces dernières semaines. Et là, il ne s'agit pas de distribuer des bons points ou des mauvais points. Mais je me suis posé la question... qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus terrible que les conflits qu'on a connus autrefois en Irak, c'est-à-dire pour lesquels on n'a jamais pris de sanctions contre les États-Unis, par exemple. Et ne parlons pas du Yémen, ne parlons pas de la Libye, exactement. etc. C'est pour ça je pose la question, qui a manifesté pour le Yémen, etc. Et donc, j'ai constaté que, en fait, notre regard sur le conflit ukrainien s'est polarisé en grande partie parce que nous avons éliminé un certain nombre de faits de notre information quotidienne. Et effectivement... On les a éliminés, à votre avis, sciemment ou pas? Écoutez, naïveté, si j'étais complotiste, je dirais qu'on l'a fait sciemment. Si mon expérience a montré qu'on est plus stupide que complotiste. Parce que pour être complotiste, il faut être intelligent. Et donc, c'est pas un calcul machiavélique. Je pense que tout simplement, on l'a pas fait parce que ça n'arrangeait personne de le dire à ce moment-là. Et puis, on se retrouve de fil en aiguille avec finalement des mensonges par omission qui nous mettent devant des situations qui sont inexpliquées ou inexplicables.
autrement que par la folie de Poutine. Et des situations dramatiques, effectivement. Et des situations évidemment dramatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment la population ukrainienne qui souffre de cette affaire. Et elle en souffre, je le crains, malheureusement, certainement de l'action russe, mais en grande partie aussi parce que les Occidentaux ont laissé tomber l'Ukraine depuis très longtemps en réalité. On a instrumentalisé quelque part l'Ukraine. Alors on va parler de tout ça après les informations, on va parler de ces faits qui ont engendré ce que vous dites, c'est très important, vous le racontez dans votre livre, et revenons aux faits, revenons à l'histoire. Sans ça, on est condamné à ne rien comprendre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. C'est la fin de cette page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Présentation Erlich Dorelas. Production Ed Prod. Réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. Boston 45 degrés Fahrenheit. 7 degrés Celsius. À Jacmel 86 degrés Fahrenheit. 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel. Bonsoir Smith Jean-Julien. Bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. Bonsoir. Eh bien, rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.